10 mai 1986. La nuit plane sur le camp 4, à près de 8000 mètres d'altitude. Le froid est si extrême que même le vent semble s'être figé. Dans l'obscurité du massif himalayien, une trentaine de petites lumières dansent dans la neige, des lampes frontales, pas des étoiles. Ce sont les silhouettes de ceux qui s'apprêtent à affronter le défi ultime, atteindre le sommet du mont Everest, le toit du monde. Parmi eux, un homme de 49 ans venu du Texas, Beck Weathers, médecin pathologiste, mari, père et fugitif de sa propre obscurité intérieure. Depuis des années, Beck mène une guerre silencieuse contre une dépression profonde. Il l'appelle son « chien noir », une ombre tapie derrière chaque joie, prête à la dévorer. Personne ne le sait, ni sa femme Peach, ni ses 2 enfants. Il a découvert que la souffrance physique atténue, pour un temps, la douleur mentale. Alors, il s'est mis à chercher cette douleur, à la provoquer, par l'effort, par l'endurance, par la montagne. Ce qui, au départ, était une échappatoire, est devenu une obsession. Après le Kilimandjaro, la Concagua et le Denali, il ne restait plus qu'un sommet, l'Everest. Pour Beck, le toit du monde n'est pas seulement un exploit, c'est une promesse, celle de se retrouver enfin. Il s'inscrit auprès des Adventure Consultants, la célèbre agence de l'alpiniste néo-zélandais Rob Hall, légende vivante qui a déjà gravi l'Everest 5 fois. Hall prêche la rigueur et la vitesse, car sur ce mont, chaque minute de retard peut coûter une vie. Mais ce printemps-là, la montagne ne respectera aucune règle humaine. Peu après minuit, les équipes quittent le camp 4. La température chute sous les 30 degrés Celsius, le vent hurle comme une bête invisible. Les alpinistes s'engagent dans la zone de mort, cet espace au-delà de 8000 mètres où l'air ne contient qu'un tiers de l'oxygène du niveau de la mer. Chaque souffle est un combat. Le cœur bat à 140 pulsations par minute simplement pour maintenir la conscience. Le sang s'épaissit, le cerveau s'engourdit et le moindre faux pas peut être fatal. Mais cette nuit-là, un autre danger plane. Ils sont trop nombreux. Plus de 30 grimpeurs issus d'expéditions différentes empruntent la même voie. Les passages étroits, comme le Balcony ou le Hillary Step, ne laissent passer qu'une personne à la fois. Dès qu'un seul s'arrête, toute la file se fige. Sur l'Everest, s'immobiliser, c'est mourir lentement, et cette lenteur sera le début du désastre. Au milieu de la colonne, Beck Weathers se sent fort. Son corps est préparé, son esprit concentré. Tout semble sous contrôle, jusqu'au moment où sa vision se trouble. D'abord un léger flou, comme si le givre voilait ses lunettes. Mais plus il monte, plus les contours s'effacent. Vers 8200 mètres, il distingue à peine les formes. À 8350 mètres, au Balcony, il devient presque aveugle. Il appelle Rob Hall. Dans le vent glacial, le guide comprend aussitôt « Tu ne peux pas continuer, Beck. Grimper aveugle sur l'Everest, c'est signer ton arrêt de mort. » Rob lui ordonne de rester là, d'attendre le lever du soleil. Peut être que la lumière rendra sa vue. Quand je redescendrai du sommet, je reviendrai te chercher. Beck acquiesce. Il s'assoit sur un bloc de glace, s'appuie contre la paroi et regarde les petites lumières de ses compagnons disparaître peu à peu dans la nuit. Il ignore qu'il vient de s'arrêter dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète et qu'il y restera plus de 10 heures, seul, tandis qu'au-dessus de lui naît la tempête qui fera trembler le monde de l'alpinisme. Plus bas, les stations météorologiques enregistrent une immense dépression en approche depuis l'ouest. Les bulletins annoncent le pic de la tempête pour le 11 mai, mais elle frappera plus tôt. Là-haut, personne ne le sait encore. Dans quelques heures, les rafales atteindront la force d'un ouragan, la visibilité tombera à 0 et la nuit du 10 au 11 mai 1986 deviendra l'une des plus meurtrières de toute l'histoire de l'Everest. Et là, seul sur le Balcony, un homme presque aveugle du Texas attend son guide dans le silence blanc, sans savoir qu'il sera bientôt déclaré mort 2 fois. Le soleil se lève lentement sur l'Himalaya, étalant une lueur rose pâle sur les crêtes glacées. Beck Weathers est toujours assis sur le Balcony, presque aveugle, les membres engourdis. Au-dessus de lui, des dizaines d'alpinistes continuent de gravir la montagne. Dans la clarté du matin, le sommet semble si proche, et pourtant, il sépare la vie de la mort. Vers 8800 mètres, Rob Hall et son équipe rencontrent un sérieux problème. Les cordes fixes, censées sécuriser le passage, n'ont pas été installées. Les Sherpas doivent grimper en tête pour les poser, forant la glace, tirant les lignes. 1 heure précieuse s'écoule. Dans la zone de mort, 1 heure peut décider du sort d'un homme.
les bouteilles d'oxygène se vidant, les muscles se figent et le froid mord la peau à 40 degrés Celsius. Pendant ce temps, Beck attend toujours. Sa vision se réduit à des éclats de lumière brouillés. Le monde autour de lui se dissout dans un brouillard blanc. La fatigue s'infiltre dans ses os, la lucidité s'effrite. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demande Teil. Le vent hurle et emporte sa pensée dans le vide. Plus haut, à 8700 mètres, Rob Hall atteint enfin la crête. Son client Doug Hansen, un facteur américain de 46 ans, n'a presque plus de force. L'année précédente, il avait échoué si près du sommet. Cette fois, il veut réussir coûte que coûte. Rob sait qu'ils sont en retard. Sur l'Everest, une règle d'or ne souffre aucune exception. Si tu n'as pas entamé la descente avant 14 heures, tu ne redescendras jamais vivant. Mais face à Doug, tremblant, épuisé, les yeux pleins d'espoir, Rob ne peut se résoudre à dire non. Il choisit l'humanité plutôt que la prudence, une décision que le monde de l'alpinisme analysera pendant des décennies. Quand Doug atteint le sommet vers 15h45, le vent s'est déjà levé. Les premières rafales balaient la neige comme de la fumée. Ils prennent quelques photos à la hâte, puis amorcent la descente, trop tard. En contrebas, une file d'alpinistes s'entasse au Hillary Step, un passage si étroit qu'il faut y aller un par un. Chaque minute perdue, c'est de l'oxygène brûlé, de la force en moins et la mort qui approche. Vers 17 heures, la température chute encore. La tempête, annoncée pour le 11 mai, frappe plus tôt que prévu. En quelques minutes, le monde devient un enfer blanc. Les rafales dépassent 100 km/h, arrachant les cordes, emportant les cris. La visibilité tombe à zéro. Un survivant dira plus tard, c'était comme être enfermé dans une bouteille de lait. Personne ne distingue plus le ciel du sol. Rob Hall essaye de soutenir Doug Hansen, mais Doug n'a plus d'énergie. Sa bouteille est vide, ses jambes refusent d'avancer. « Tiens bon Doug !» crie Rob dans la tempête, mais le vent ne lui répond que par son hurlement. Doug s'effondre près du South Summit, à quelques centaines de mètres seulement du sommet. Rob reste auprès de lui, refuse de l'abandonner. Pendant des heures, il communique encore par radio avec le camp de base. Sa voix, de plus en plus faible, finit par murmurer « Nous ne pouvons plus descendre ». Ce seront ses derniers mots. Plus bas, Beck Weathers lutte seul contre le blizzard. Le vent le fouette, ses gants gèlent, ses joues se couvrent de glace. Puis, soudain, un phénomène étrange, il ne sent plus le froid. Une fausse chaleur envahit son corps. En réalité, sa température interne chute dangereusement, mais son cerveau, privé d'oxygène, lui fait croire à une douce torpeur. Beck a l'impression d'être dans son lit à Dallas, sous le soleil du Texas. Il ne sait pas qu'il vit les dernières sensations avant la mort par hypothermie. C'est alors qu'apparaît Mike Groom, un guide australien, accompagné d'un groupe disparate, des Japonais, des Américains, des Sherpas. Ils errent dans la tempête, cherchant désespérément le chemin du camp 4. Dans la brume blanche, ils distinguent une forme recroquevillée, Beck, à moitié enseveli. Mike se penche, le secoue. « Beck, tu m'entends ?» Aucune réponse. Il tente de le relever, de le pousser à marcher. Le corps de Beck est rigide comme du bois. Le groupe avance à tâtons, aveuglé, porté par l'instinct. Le vent hurle à plus de 100 km/h, la neige pique comme des aiguilles. Il pense marcher vers le camp, mais il tourne en rond, à quelques mètres d'une falaise. Après des heures d'efforts insensés, il s'effondre, épuisé. L'un après l'autre, il tombe dans la neige. Beck aussi s'écroule, immobile, c'est la première fois qu'on le laisse pour mort. Plus tard, on découvrira qu'il se trouvait à moins de 20 mètres d'un précipice de plusieurs centaines de mètres. Encore quelques pas, et ils auraient disparu dans le vide. Mais le froid a paralysé leurs muscles, le vent a gelé leurs pensées. Ils n'ont plus la force de lutter. Ils se serrent les uns contre les autres, attendant que la nuit les emporte. Le soir tombe sur l'Everest. La température descend à 45 degrés Celsius. Le vent gémit entre les tentes du camp 4 comme un chant funèbre. Là-haut, Rob Hall veille encore Doug Hansen, tandis que Beck Weathers gît dans la neige, le visage noir de givre, le bras levé dans une posture figée. Les survivants raconteront plus tard que cette nuit-là, l'Everest n'était plus une montagne, mais un cimetière vivant. Et quand, au matin du 11 mai, le soleil éclaire à nouveau la zone de mort, les équipes partent chercher les corps. Parmi eux, ils trouvent Beck Weathers et le déclarent mort.
Le matin du 11 mai 1996, le vent s'est apaisé, mais l'Everest n'est plus qu'un champ de bataille blanc. Partout, des corps à moitié ensevelis sous la neige. Le silence est si lourd qu'il semble sacré. Dans le camp 4, les survivants se préparent à sortir pour chercher les disparus. Personne ne s'attend vraiment à trouver quelqu'un vivant, car à plus de 8000 mètres, après une nuit à 40 degrés Celsius, la mort est la seule compagne possible. Le médecin canadien Stuart Hutchinson, membre de l'expédition Adventure Consultant, ne supporte plus l'attente. Tandis que les autres, épuisés, restent sous les tentes, il décide de repartir avec 2 Sherpas. Il marche lentement, bravant le brouillard épais, les yeux brûlés par le reflet du soleil sur la neige. Là où l'on avait aperçu des lumières la veille, il distingue une forme figée, presque humaine. En s'approchant, Stuart comprend. C'est Beck Weathers. Il est à moitié enterré, seules ses mains et ses bottes dépassent. Son visage est noirci par le gel, couvert d'une croûte de glace. Une de ses mains est levée, rigide, comme dans un geste figé d'appel à l'aide. Hutchinson s'agenouille, dégage la neige, pose ses doigts sur la carotide. Un pouls presque imperceptible. Mais le médecin sait ce que cela signifie. À cette altitude, après plus de 15 heures dans un froid mortel, aucun être humain ne revient. Le cœur bat par réflexe avant de s'éteindre. Il murmure au Sherpa. Il est trop tard, c'est fini. Ils restent quelques secondes silencieux, puis reprennent la route vers le camp 4. Là-bas, la radio crépite de mauvaises nouvelles. Rob Hall et Doug Hansen sont portés disparus, Yasuko Namba introuvable. Et désormais, Beck Weathers officiellement déclaré mort. À des milliers de kilomètres, au Texas, Pitch Weathers reçoit l'appel tant redouté. La voix de l'expédition, depuis la Nouvelle-Zélande, est calme, presque mécanique. Nous sommes désolés. Beck n'a pas survécu à l'Everest. Son corps restera sur la montagne. Pitch s'effondre. Depuis des semaines, elle vivait dans la peur de ce message. Maintenant, il est réel. Mais la montagne n'avait pas encore dit son dernier mot. Vers 6 heures, quelque chose d'incompréhensible se produit. Dans le silence glacé, sous une épaisse couche de neige, Beck Weathers ouvre les yeux. Au début, il ne sait plus qui il est. Il croit rêver. Il se voit allongé dans son lit à Dallas, baigné d'une lumière chaude. Il se sent bien, trop bien. Puis, peu à peu, des images se forment. Pitch, sa femme, Meg, sa fille, Bub, son fils. Leurs visages, nets, lumineux, comme s'ils étaient là. Et au milieu de ce calme irréel, une voix s'impose dans son esprit. Si tu ne te lèves pas maintenant, tu ne les reverras jamais. Beck dira plus tard que ce n'était pas une hallucination. C'était une voix intérieure, absolue, un ordre qu'il ne pouvait ignorer. Il veut bouger la main droite. Elle cogne contre la glace, produisant un bruit creux, celui du bois. Son bras est gelé, figé. En baissant les yeux, il découvre que sa veste est ouverte, son torse plein de neige, et sa main nue, grise, dure comme du métal. Le choc le ramène brutalement à la réalité. S'il reste ici, il mourra pour de bon. Le camp 4 n'est qu'à 300 mètres, une distance dérisoire à la mer, mais dans la zone de mort, elle semble infinie. Aveugle d'un œil, l'autre brouillé, sans oxygène, à moitié paralysé, Beck décide quand même d'avancer. Il se souvient de toutes ces années d'entraînement, de ces matins où il courait avant l'aube, de ces souffrances qu'il s'imposait pour échapper à sa dépression. Ce corps qu'il avait torturé pour fuir la douleur devient maintenant son allié. Il se répète comme un mantra, « Si tu tombes, relève-toi. Si tu tombes encore, relève-toi. Continue jusqu'à ce que tu atteignes le camp ou que tu ne puisses plus te relever. » Alors il avance. Un pas, puis un autre. Il chute, s'enfonce dans la neige, se redresse. Encore et encore. Le temps n'existe plus. Il ne pense plus, il survit. Après près d'une heure de lutte aveugle, une ombre se dessine dans le brouillard, les tentes du camp 4. Beck s'écroule juste devant l'entrée. Ceux qui le voient restent pétrifiés. Il l'avait déclaré mort 2 fois, et pourtant le voilà, marchant seul hors du néant. Son visage n'est plus qu'une croûte noire, sa veste ouverte, son bras droit levé, raide comme une statue. L'alpiniste américain Todd Burl se souvient « Je n'en croyais pas mes yeux. Ce n'était plus un visage, mais une masse de chair noire et gelée. Sa main droite restait suspendue dans les airs, gelée dans cette position absurde. J'ai cru voir un fantôme. On le tire dans la tente. On le couvre de sacs de couchage, on lui injecte des stéroïdes, on lui donne de l'eau chaude. Personne ne croit qu'il tiendra jusqu'au matin. Mais Beck respire, lentement, régulièrement.
Et même dans cet état, il garde son humour. Quand quelqu'un lui demande comment il va, il murmure d'une voix éraillée. On m'avait dit que ce voyage me coûterait un bras et une jambe. On dirait que j'ai eu une réduction. Personne ne rit. Tous comprennent qu'ils assistent à un miracle. Le matin du 12 mai 1986, le soleil se lève sur le camp 4, mais sa lumière ne réchauffe rien. Les survivants du cauchemar de la veille gisent dans leurs tentes, épuisés, gelés, brûlés par le vent. Certains ont perdu la vue à cause de la neige, d'autres leurs doigts. Et au milieu d'eux, enveloppé dans des couches de couverture, Beck Weathers, l'homme que tout le monde croyait mort, respire encore. Son visage est noirci par les engelures, sa main droite figée, ses lèvres craquelées. Mais contre toute logique, il vit. Personne ne pense qu'il tiendra jusqu'au soir. À cette altitude, chaque blessure est une condamnation. Hypothermie, nécrose, embolie, défaillance cardiaque. Et pourtant, heure après heure, son souffle reste régulier. Les médecins ne comprennent pas. Selon la médecine, cet homme devrait être mort. Pendant ce temps, à Dallas, à l'autre bout du monde, Peach Weathers, sa femme, reçoit un appel. La veille, on lui avait annoncé la mort de Beck. Cette fois, la voix qui lui parvient du camp de base tremble d'émotion. Nous ne comprenons pas comment, mais Beck est vivant. Il est au camp 4, dans un état critique, mais vivant. Peach reste sans voix. La douleur se transforme en espoir. Elle comprend aussitôt, s'ils n'agissent pas maintenant, Beck mourra pour de bon. Et c'est ainsi qu'en plein matin paisible au Texas, commence l'une des opérations de sauvetage les plus incroyables de l'histoire de l'alpinisme, orchestrée à distance par une femme déterminée. Peach décroche son téléphone. Elle appelle d'abord la sénatrice Kay Bailey Hutchison, puis le chef de la minorité du Sénat américain, Tom Daschle. Les deux parlementaires contactent le département d'État à Washington, qui transmet immédiatement l'urgence à l'ambassade des États-Unis à Katmandou. Mais le problème est monumental. Beck se trouve à près de 6000 mètres d'altitude, une zone où aucun hélicoptère ne peut voler. L'air est trop mince, la portance insuffisante. Tous les pilotes civils népalais refusent la mission. C'est impossible, l'appareil s'écrasera avant d'y arriver. À l'ambassade, le désespoir grandit, jusqu'à ce qu'un diplomate se souvienne d'un nom, le lieutenant-colonel Madan Khatri Shetty, pilote de l'armée népalaise, un Gourkha, descendant d'une lignée de guerriers, pour qui l'honneur passe avant la peur. On le trouve en train de jouer au golf dans la vallée de Katmandou. En entendant la demande, il répond simplement « J'irai, je sauverai cet homme ». Dès ce moment, Madan prépare un vol que personne n'oserait tenter. Il démonte tout ce qui pèse, sièges, portes, radio, réservoirs supplémentaires. Il décide de partir seul, sans copilote, sans mécanicien. Chaque litre de carburant est calculé au gramme près, juste assez pour monter, atterrir, repartir et redescendre. Le 13 mai, à l'aube, alors que le vent souffle à plus de 60 km/h et que la température atteint 30 degrés Celsius, Madan décolle de Lukla. Il rase les pentes du Khumbu à quelques mètres du sol pour profiter d'un air plus dense sous les pales. Chaque virage est une question de survie. Au camp de base, on écoute le bruit du moteur par radio, le souffle coupé, un faux mouvement, une rafale, et l'hélicoptère serait pulvérisé contre la montagne. Après 40 minutes de vol, il atteint la zone du camp High, 5900 mètres. Au sol, les alpinistes tracent un X rouge avec du Kool-Aid dans la neige pour signaler l'aire d'atterrissage. Madan tourne 3 fois, évalue le vent, puis tente l'impossible, il se pose. C'est la plus haute atterrissage de l'histoire de l'aviation. Le premier passager est Makalu Go, un alpiniste taïwanais en état critique. Beck, lui, renonce à sa place. « Amenez-le d'abord », dit-il faiblement. « Il est plus mal que moi. » Quand l'hélicoptère décolle, Beck le regarde s'éloigner, persuadé que c'est le dernier vol qu'il verra. Contre le vent, contre les lois de la physique, il atterrit une deuxième fois à la même altitude, un exploit que personne n'avait jamais réalisé. Les Sherpas portent Beck, méconnaissable, enveloppé dans des couvertures, et le hissent à bord. L'appareil tremble, s'arrache du sol et s'élève lentement au-dessus du glacier, minuscule insecte de métal dans un océan de vent. En bas, tout le camp regarde en silence. Ils savent qu'ils assistent à un moment historique. À son arrivée au camp de base, Madan, épuisé, coupe le moteur et se tourne vers les médecins américains qui l'attendent. « J'ai ramené Beck Weathers », dit-il simplement. Ce jour-là, l'exploit est inscrit dans les archives,
le plus haut sauvetage en hélicoptère jamais réalisé. Madan Khatri Shetty reçoit la Nepal Tara, la plus haute distinction militaire du pays. De là, Bek est transporté à Katmandou, puis à Bangkok, avant de rentrer enfin à Dallas. Son corps est mutilé, visage noirci, mains gelées, pieds brûlés par le froid, mais son cœur bat toujours. Et au fond de lui, quelque chose a changé à jamais. Ce jour-là, dans le ciel du toit du monde, deux hommes ont défié la mort. L'un a refusé de mourir, et l'autre a osé voler là où personne n'avait jamais volé. Après son incroyable sauvetage, Bek Weathers est transféré dans un hôpital de Dallas, où les médecins se battent heure après heure pour sauver ce qui reste de son corps. Son visage, ses mains, ses pieds, tout est détruit par le froid. Les médecins préviennent son épouse, même s'il survit, il ne sera plus jamais le même. Mais Bek ne veut pas seulement survivre, il veut vivre. Les premières semaines sont un enfer. Il se réveille dans une douleur insoutenable. Chaque nerf semble brûler, chaque souffle lui rappelle la montagne. Les médecins procèdent à plus de 10 opérations. Peu à peu, ils doivent amputer la main droite entre le coude et le poignet, la gauche privée de tous ses doigts, une partie des deux pieds. Et lorsque Bek se regarde dans le miroir, il ne se reconnaît plus. Son visage est noirci, sa peau meurtrie, son nez a littéralement disparu. Les chirurgiens lui proposent une solution inédite, reconstruire son nez avec la peau de son front. Pendant des mois, il vit avec une nouvelle montagne sur le visage, le temps que le tissu reprenne vie avant d'être greffé. Il plaisante avec les infirmières. « J'ai gravi l'Everest pour perdre mon nez et maintenant j'en fais pousser un autre sur mon front. » Mais la transformation la plus profonde ne touche pas son visage, elle se passe à l'intérieur de lui. Depuis plus de 20 ans, Bek souffrait d'une dépression chronique qu'il appelait « le chien noir ». Elle le suivait depuis l'université, l'étouffant jour après jour. Pour la faire taire, il s'imposait des épreuves physiques extrêmes, course, musculation, puis alpinisme. L'effort intense lui apportait quelques heures de silence intérieur, mais cette fuite est devenue une addiction. Il passait ses journées à s'entraîner, ses nuits à rêver de montagne. Il partait des semaines, parfois des mois, laissant derrière lui une famille qu'il n'écoutait plus. Sa fille Meg racontera plus tard « Mon père s'entraînait sans arrêt, puis il partait grimper pendant des semaines. Je voulais juste qu'il reste à la maison. » Son fils Bub dira avec amertume « Il était absent même quand il était là. » Avant l'expédition de 1986, le mariage de Bek était déjà brisé. Peach, son épouse, avait décidé de divorcer. Elle avait tout préparé, mais comptait attendre son retour pour le lui annoncer. Bek, lui, l'ignorait. Quand il a quitté Dallas pour le Népal, il ne pensait qu'à une chose, atteindre le sommet de l'Everest, convaincu qu'il y trouverait la paix qu'il cherchait depuis toujours. Mais ironiquement, c'est cette montagne, celle qui a failli le tuer, qui l'a ramené à la vie. Lorsqu'il reprend conscience à l'hôpital, Bek pense d'abord non pas à la montagne, ni à sa réussite, mais à sa famille. Pendant les longs mois de convalescence, Peach reste à ses côtés. Elle nettoie ses plaies, change ses bandages, l'aide à réapprendre les gestes les plus simples. Quand on lui demande pourquoi elle est restée malgré tout, elle répond simplement « Je l'ai perdu une fois. Je ne voulais pas le perdre une deuxième fois. » 4 mois après l'accident, Bek reprend son métier de pathologiste. Malgré la perte de ses mains, il s'adapte. Un assistant médical exécute les gestes précis que ses doigts ne peuvent plus accomplir. Chaque matin, devant son microscope, il se dit « Je suis en vie et c'est déjà un miracle. » Et puis, un phénomène inexplicable survient. Sa dépression disparaît. Le chien noir, qui le hantait depuis 20 ans, n'est plus là. Bek expliquera plus tard. Les choses qui me faisaient souffrir n'ont plus d'emprise sur moi. J'ai survécu, physiquement et mentalement. Aïe. À partir de ce moment, il décide de consacrer toute son énergie à redevenir le mari et le père qu'il n'avait jamais su être. Sa famille se reconstruit peu à peu. Ses enfants grandissent, fondent leur propre foyer. Et Bek devient un grand-père tendre et attentionné, préférant désormais le rire de ses petits-enfants au vent glacé des sommets. Quand on lui demande s'il regrette d'avoir gravi l'Everest, il sourit. « J'ai perdu mes mains, mon nez, une partie de mes pieds. Mais j'ai retrouvé la chose la plus précieuse, moi-même. » 20 ans après la tragédie, Bek et Peach vivent toujours dans leur maison du nord de Dallas, entourés de souvenirs. Sur une étagère, une petite maquette de l'Everest trône à côté d'une photo de Rob Hall, l'ami resté là, haut à jamais. Parfois, Bek la regarde et murmure « Merci ».
Grâce à cette montagne, j'ai compris que le but n'est pas de toucher le ciel, mais de rentrer chez soi. Près de 30 ans ont passé depuis la tragédie de l'Everest en 1986, mais son écho résonne encore dans toute l'histoire de l'alpinisme. Ce jour-là, plus de 30 grimpeurs tentaient le sommet en même temps, 8 ne sont jamais redescendus. Parmi eux, Rob Hall, Doug Hansen, Yasuko Namba, des noms gravés à jamais dans la glace éternelle. Et au milieu de cette nuit blanche, un homme fut déclaré mort 2 fois avant de revenir à la vie. Beck Weathers, symbole de la volonté humaine poussée à son paroxysme. Le monde entier fut bouleversé. La presse internationale parla du jour le plus noir de l'histoire de l'Everest. Comment un tel désastre avait-il pu se produire? Pourquoi tant de grimpeurs, issus d'expéditions commerciales, avaient-ils pris le départ malgré les signes avant-coureurs du danger? Les experts évoquèrent une cause nouvelle et dérangeante, la commercialisation du rêve. Le plus haut sommet du monde était devenu un produit à vendre. Des compagnies guidaient des clients fortunés jusqu'aux portes de la mort, et ce jour-là, le prix du rêve fut payé en vies humaines. Mais de cette tragédie naquirent aussi des leçons gravées dans le sang et la glace. Les guides établirent de nouvelles règles. La règle du « retour à 14 heures » devint une loi sacrée. Au-delà de cette heure, il faut redescendre, quel que soit le but. Le nombre de grimpeurs par expédition fut limité, les communications et la météo modernisées. Pourtant, malgré toutes ces précautions, une vérité demeure, l'Everest ne sera jamais un lieu sûr. Depuis, la montagne continue d'exiger son tribut. Chaque année, de nouveaux corps rejoignent ceux qui dorment déjà dans la neige. Mais au milieu de toutes ces tragédies, l'histoire de Beck Weathers reste un phare d'espérance. Beck n'est jamais retourné sur l'Everest. « Je n'ai plus rien à prouver », confiera-t-il. « Ce que je cherchais là, haut, je l'ai trouvé en moi. » Après sa guérison, il parcourut le monde, non plus comme alpiniste, mais comme conférencier. Il raconta son histoire, non pour glorifier son exploit, mais pour parler d'endurance, de gratitude, d'amour. Devant des étudiants en médecine, il déclara « La science peut expliquer comment mon corps est mort, mais aucune science ne peut expliquer pourquoi je me suis réveillé. Peut être parce que je me suis souvenu qu'il y avait des gens qui m'aimaient. » En 2015, le réalisateur Balthazar Kormákur porta cette histoire à l'écran dans le film Everest. Des millions de spectateurs découvrirent la tragédie de 1986. Et dans ce film, Beck Weathers devint le visage de l'impossible, l'homme qui se relève dans la tempête, alors que tout semble perdu. Pour beaucoup, il incarne désormais la force de l'esprit humain face à la mort. Aujourd'hui, Beck a plus de 75 ans. Il vit paisiblement au Texas avec Peach, celle qui ne l'a jamais abandonné. Chaque matin, il marche lentement dans son quartier, sur ses pieds meurtris par le froid d'autrefois. Quand on lui demande s'il souffre encore, il sourit. « Non. Je ressens seulement de la gratitude. Chaque douleur que j'ai connue me rappelle que je suis encore vivant. » Un jour, un journaliste lui posa la question « Si vous pouviez revenir en 1996, referiez-vous l'ascension ?» Beck répondit avec un sourire doux et fatigué « Non. Je resterai à la maison, avec ma femme et mes enfants. Je n'ai plus besoin de l'Everest. Je le porte déjà en moi. » Hayek. Depuis ce jour, l'Everest n'est plus seulement une montagne. C'est un miroir de l'âme humaine, de sa fierté, de son désir de gloire, mais aussi de sa fragilité. Il nous rappelle que, grimper un sommet ne veut pas dire le conquérir. Le prix de la grandeur peut être la vie. Et parfois, le plus grand triomphe, c'est simplement de redescendre. Beck Weathers a accompli ce que peu d'hommes peuvent rêver. Il est mort et il est revenu à la vie, une fois sur la montagne et une autre fois dans son cœur. Aujourd'hui encore, les alpinistes qui traversent le South Col, là où Beck s'est effondré, citent souvent ces paroles. Là où la mort m'a entouré, j'ai trouvé la vie. Et là où j'étais le plus proche du ciel, j'ai appris ce que signifie être humain. L'Everest a pris beaucoup, mais il a aussi laissé à l'humanité un symbole éternel, celui du courage, de l'amour et de la certitude que tant qu'il existe une raison de vivre, rien n'est impossible.